Le vent d'automne hurlait à travers les ruelles pavées de Montmartre, portant avec lui les murmures d'un secret qui allait tout détruire. Étienne, immobile devant la fenêtre de son petit appartement, écoutait les mots qui s'échappaient du téléphone posé sur la table, chaque syllabe comme un coup de poignard. La voix de Julien, son fiancé, douce mais venimeuse, parlait d'une autre vie, d'une autre promesse, d'un autre amour. C'était la veille de leur mariage. Les invitations avaient été envoyées, les roses blanches commandées, la salle de réception à l'hôtel de ville réservée pour accueillir 200 convives. Étienne, 28 ans, architecte passionné par les vieux immeubles parisiens, avait tout planifié avec une précision obsessionnelle. Julien, 30 ans, avocat charismatique, avait juré son amour devant la Tour Eiffel 1 an plus tôt, sous un ciel étoilé qui semblait bénir leur union. Mais ce soir-là, dans l'obscurité de leur appartement, Étienne découvrait une vérité qui allait briser son monde. Il avait trouvé le téléphone de Julien par hasard, oublié sur le canapé après une dispute futile à propos des plans de table. Étienne n'avait jamais été du genre à fouiller, mais quelque chose dans l'attitude distante de Julien ces dernières semaines l'avait poussé à vérifier. Un message vocal, envoyé par erreur à un contact inconnu, révélait tout. Julien parlait à une femme, une certaine Claire, de leurs plans pour après le mariage, de leur liaison cachée depuis des mois, et de la manière dont il comptait manipuler Étienne pour préserver sa façade d'homme parfait. Il ne saura jamais, Claire. Après le mariage, je m'occupe de tout. On partira ensemble, loin de Paris. Étienne sentit ses jambes trembler. Il s'effondra sur une chaise, le souffle court, tandis que la voix de Julien continuait de résonner dans la pièce. Comment avait-il pu être si aveugle? Chaque sourire, chaque caresse, chaque promesse murmurée dans l'intimité de leur nuit semblait maintenant empoisonnée. Il repensa à leur début, à ce jour où ils s'étaient rencontrés dans un petit café près de la Seine, où Julien avait renversé son café sur le carnet de croquis d'Étienne, s'excusant avec ce sourire qu'il avait immédiatement conquis. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Mais Étienne n'était pas homme à se laisser submerger par le chagrin. Une colère sourde montait en lui, un feu qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il n'allait pas pleurer. Il n'allait pas supplier. Il allait agir. Le lendemain matin, Paris se réveillait sous un ciel gris, comme si la ville elle-même pressentait le drame à venir. Étienne, vêtu d'un costume noir impeccablement taillé, se rendit à l'hôtel de ville comme prévu. Les invités arrivaient, riant et échangeant des banalités, ignorant le volcan qui bouillonnait dans le cœur du futur marié. Julien, rayonnant dans son costume blanc, saluait les convives avec son aisance habituelle, inconscient du regard glacial qu'Étienne posait sur lui. La cérémonie devait commencer dans 1 heure. Étienne avait pris sa décision. Il ne laisserait pas Julien s'en tirer si facilement. Mais pour que son plan fonctionne, il devait garder son calme, jouer son rôle jusqu'au bout. Il traversa la foule, serrant des mains, souriant mécaniquement, tout en préparant mentalement chaque mot qu'il prononcerait devant tous. Dans un coin de la salle, il aperçut Claire. Elle était là, discrète, vêtue d'une robe bleu nuit, ses cheveux blonds tombant en vagues parfaites. Étienne ne l'avait vue qu'une fois, lors d'une soirée d'entreprise où Julien l'avait présentée comme une collègue. Maintenant, il comprenait tout. Elle était l'ombre dans leur histoire, la pièce manquante du puzzle. Étienne sentit son cœur se serrer, mais il refoula la douleur. Ce n'était pas le moment de faiblir. Alors que les invités prenaient place, Étienne s'approcha du micro installé pour les discours. Il tapota doucement le verre qu'il tenait, attirant l'attention de la foule. Les murmures s'éteignirent, et tous les regards se tournèrent vers lui. Julien, à quelques mètres, lui lança un sourire confiant, croyant sans doute qu'Étienne allait prononcer un discours émouvant sur leur amour. « Mes amis, ma famille, merci d'être ici aujourd'hui », commença Étienne, sa voix claire mais tremblante d'une émotion contenue. Aujourd'hui devait être le plus beau jour de ma vie. Mais parfois, la vérité a une manière de tout changer. Un silence tendu s'installa. Julien fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. Étienne sortit son téléphone de sa poche et sans un mot, lança le message vocal qu'il avait découvert la veille. La voix de Julien emplit la salle, chaque mot résonnant comme une bombe. Les invités retinrent leur souffle, les regards passant de Julien à Claire, puis à Étienne. Il ne saura jamais, Claire. Après le mariage, je m'occupe de tout. Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Julien blêmit, ses yeux s'écarquillant de panique. Claire, figée, baissa la tête, incapable de soutenir les regards accusateurs. Étienne, le visage dur, éteignit le message et fixa son fiancé droit dans les yeux. « Julien, tu pensais vraiment que je ne découvrirais rien ?» Sa voix était un mélange de douleur et de défi. « Tu pensais que je te laisserais m'humilier devant tout le monde ?» La salle explosa en chuchotements. Certains invités se levèrent, d'autres restèrent cloués sur place, incapables de détacher leurs yeux de la scène.
Julien tenta de s'approcher, balbutiant des excuses, mais Étienne leva une main pour l'arrêter. « Non, tu ne parleras pas. Pas aujourd'hui. » Il se tourna vers les invités. « Ce mariage est annulé. Mais je vous invite tous à rester. Ce soir, nous allons célébrer autre chose, la vérité. » Il fit un signe au personnel de la salle, qui, suivant ses instructions données plus tôt dans la matinée, commença à transformer la réception en une fête différente. Les tables furent réorganisées, la musique changea pour des airs plus vibrants, et Étienne, au centre de la salle, leva son verre. À ceux qui osent aimer, à ceux qui osent être vrais, et à ceux qui refusent de se taire face à la trahison. La foule, d'abord hésitante, éclata en applaudissements. Certains, amis proches d'Étienne, s'approchèrent pour lui offrir leur soutien. D'autres, encore sous le choc, regardaient Julien quitter la salle, tête baissée, suivi de Claire qui tentait de se faire discrète. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Étienne, bien que brisé, savait que ce scandale n'était que le début. Il avait découvert la trahison, mais il ignorait encore jusqu'où elle allait. Qui était vraiment Claire? Et quelles autres vérités Julien lui avait-il cachées? Alors que la fête battait son plein, Étienne, un verre à la main, observait Paris par la fenêtre. Il savait qu'il devait trouver des réponses, non seulement pour lui-même, mais pour comprendre comment il avait pu aimer un homme qui portait autant de masques. Les jours qui suivirent le scandale à l'hôtel de ville furent un tourbillon pour Étienne. Les réseaux sociaux parisiens s'enflammaient, les vidéos du discours d'Étienne devenant virales. Les hashtags mariage scandale et Étienne Levray circulaient, transformant son humiliation personnelle en une sorte de légende urbaine. Mais derrière cette façade de bravoure, Étienne se sentait vide. Chaque nuit, seul dans son appartement, il repensait à Julien, à leur rire partagé, à leur rêve d'avenir. Comment tout cela avait-il pu s'effondrer si vite? Il décida de chercher des réponses. Il ne pouvait pas laisser cette blessure ouverte sans comprendre pourquoi Julien l'avait trahi. Il commença par Claire. Grâce à quelques contacts dans le milieu juridique parisien, il découvrit qu'elle n'était pas seulement une collègue de Julien, mais une avocate influente travaillant dans le même cabinet que lui, spécialisée dans les affaires de divorce. Était-ce une coïncidence? Étienne n'y croyait pas. Il devait la confronter. Un après-midi pluvieux, il se rendit au cabinet d'avocats situé dans le 8e arrondissement. L'endroit était intimidant, avec ses grandes baies vitrées et son décor minimaliste. Claire était là, assise à son bureau, entourée de dossiers. Lorsqu'elle le vit entrer, son visage se figea. « Étienne, je ne m'attendais pas à te voir ici, » balbutia-t-elle, refermant nerveusement un dossier. « Épargne-moi les politesses, Claire, » répondit-il, sa voix froide mais maîtrisée. « Je veux savoir depuis combien de temps. Et pourquoi ?» Claire hésita, ses doigts jouant avec un stylo. Puis, elle soupira, comme si un poids invisible quittait ses épaules. « Ça a commencé il y a 6 mois. Julien m'a dit qu'il se sentait piégé, qu'il t'aimait mais qu'il ne pouvait pas être celui que tu voulais. Il m'a promis qu'il romprait après le mariage. » Après le mariage. Étienne sentit la colère remonter. Il comptait me laisser tomber comme un jouet dont il s'était lassé. Claire baissa les yeux. Ce n'est pas si simple. Julien est compliqué. Il voulait tout, toi, moi, sa carrière, l'image parfaite. Il pensait qu'il pouvait tout contrôler. Étienne serra les poings. Et toi? Pourquoi as-tu accepté de jouer ce jeu? Parce que je l'aime, avoua-t-elle, sa voix tremblante. Je sais que c'est mal, mais je l'aime. Et il m'a promis qu'on construirait une vie ensemble. Étienne quitta le bureau sans un mot de plus. Il ne savait pas s'il devait la mépriser ou la plaindre. Mais une chose était claire, Julien n'était pas seulement un menteur, il était un manipulateur. Et Étienne voulait comprendre jusqu'où allait ce jeu. De retour chez lui, il fouilla dans les affaires que Julien avait laissées derrière lui. Parmi les documents, il trouva une clé USB qu'il n'avait jamais vue auparavant. Curieux, il l'inséra dans son ordinateur. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Des emails, des contrats, des échanges entre Julien et un certain Monsieur V. Un homme d'affaires mystérieux. Les messages parlaient d'un « arrangement financier », d'un mariage qui servirait de couverture pour des transactions douteuses. Étienne comprit que son propre mariage n'était qu'une façade pour Julien, un moyen de gagner la confiance de cet homme d'affaires et de sécuriser un contrat lucratif. La colère d'Étienne se transforma en détermination. Il ne s'agissait plus seulement de son cœur brisé, mais d'une trahison bien plus grande. Il contacta une amie journaliste, Sophie, 35 ans, connue pour ses enquêtes audacieuses sur les scandales parisiens. Ensemble, ils commencèrent à creuser dans les affaires de Julien, suivant la piste de Monsieur V. Leur enquête les mena à un hôtel particulier dans le 16e arrondissement, où une soirée mondaine était organisée. Sophie, avec son flair habituel,
avait obtenu des invitations. Étienne, nerveux mais résolu, se glissa parmi les invités, cherchant des indices. Là, il aperçut Julien, entouré de personnes influentes, riant comme si de rien n'était. À ses côtés, un homme plus âgé, vêtu d'un costume coûteux, semblait être le centre de l'attention. Étienne devina immédiatement qu'il s'agissait de Monsieur V. Il s'approcha discrètement, écoutant leur conversation. Les mots mariage, contrat et discrétion revenaient sans cesse. Étienne sentit son sang bouillir. Julien n'avait pas seulement trahi son amour, il avait utilisé leur relation comme un pion dans un jeu beaucoup plus grand. Sophie, qui observait depuis un coin de la salle, murmura à Étienne « On a besoin de preuves. Si on peut accéder à son bureau ce soir, on trouvera peut-être quelque chose. » Ils élaborèrent un plan rapide. Pendant que Sophie distrayait Julien avec une fausse interview pour son journal, Étienne se glissa dans les bureaux privés de l'hôtel particulier. Là, il trouva des documents confirmant ses soupçons. Julien était impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent, utilisant des mariages fictifs pour détourner l'attention des autorités. Étienne prit des photos de tout, son cœur battant à tout rompre. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, la porte s'ouvrit. Julien se tenait là, les yeux écarquillés de surprise. « Étienne, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le regard de Julien passa de la surprise à la panique en une fraction de seconde. Étienne, figé devant le bureau, serrait son téléphone, où les photos des documents compromettants étaient encore ouvertes. L'air dans la pièce semblait s'être raréfié, chaque seconde s'étirant comme une éternité. « Étienne, ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia Julien, avançant d'un pas. Sa voix, d'ordinaire si assurée, tremblait légèrement. « Pas ce que je crois, » répondit Étienne, sa voix basse mais chargée de mépris. « Tu m'as utilisé, Julien. Tu m'as menti sur tout. Sur nous, sur Claire, sur cet arrangement sordide. » Julien ferma la porte derrière lui, jetant un coup d'œil nerveux dans le couloir pour s'assurer que personne ne les entendait. « Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. » « Expliquer quoi ? Que notre mariage n'était qu'un outil pour tes magouilles. Que tu m'as fait croire que tu m'aimais pour mieux me manipuler. » Étienne sentit les larmes monter, mais il les refoula. Il ne donnerait pas à Julien la satisfaction de le voir s'effondrer. Julien s'approcha, ses mains levées comme pour apaiser un animal blessé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Oui, il y avait un plan, mais je t'aime, Étienne. Vraiment. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous protéger, pour nous assurer un avenir. Un avenir construit sur des mensonges. Étienne secoua la tête, incrédule. Tu penses que je vais croire ça ? Avant que Julien ne puisse répondre, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Étienne glissa son téléphone dans sa poche et recula vers la fenêtre, prêt à s'échapper si nécessaire. Mais Julien attrapa son bras. « Si tu parles, tu nous détruis tous les deux, » murmura-t-il, son ton passant de la supplication à la menace. « Tu ne comprends pas à qui tu t'attaques. Monsieur V. n'est pas quelqu'un qu'on défie. » Étienne se dégagea d'un geste brusque. « Tu aurais dû y penser avant de me trahir. » Il ouvrit la fenêtre et sauta dans la cour arrière, atterrissant maladroitement mais sans se blesser. Sophie l'attendait à l'angle de la rue, son visage marqué par l'inquiétude. « Tu as ce qu'il faut ?» demanda-t-elle. Étienne hocha la tête, montrant son téléphone. « Assez pour le faire tomber. Mais il sait que je sais. » Ils s'éloignèrent rapidement, prenant un taxi pour rejoindre l'appartement de Sophie dans le Marais. Là, ils examinèrent les photos. Les documents révélaient un réseau complexe de transactions illégales, impliquant non seulement Julien, mais aussi plusieurs figures influentes de la scène parisienne. Monsieur V, de son vrai nom Victor Langlois, était un homme d'affaires connu pour ses liens avec des organisations douteuses. Le mariage d'Étienne et Julien devait servir de façade pour légitimer des transferts d'argent vers des comptes offshore. Sophie siffla en parcourant les documents. « C'est énorme, Étienne. Si on publie ça, Julien est fini. Et Victor aussi. Mais es-tu prêt à aller jusqu'au bout ?» Étienne fixa l'écran, les images des documents se mêlant aux souvenirs de son passé avec Julien. Il revoyait leur promenade le long de la Seine, leurs disputes passionnées sur l'art et la politique, leur nuit à rêver d'une vie ensemble. Tout cela semblait si loin maintenant. « Je n'ai plus le choix, » répondit-il enfin. « Il m'a pris ma dignité. Je ne le laisserai pas prendre ma vérité. » Sophie passa la nuit à rédiger un article explosif, tandis qu'Étienne contactait un ami avocat, Paul, 40 ans, connu pour son intégrité. Paul accepta de l'aider à porter l'affaire devant les autorités, mais il mit Étienne en garde. « Ce genre de scandale peut te détruire autant que Julien. Es-tu sûr de vouloir t'exposer comme ça ?» Étienne réfléchit longuement. Il savait que révéler la vérité le mettrait sous les projecteurs,
exposant sa douleur au monde entier. Mais il ne pouvait plus vivre dans l'ombre des mensonges de Julien. Il donna son accord. Le lendemain, l'article de Sophie fut publié dans un grand journal parisien. Les réactions furent immédiates. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les médias télévisés reprirent l'histoire, et Julien devint la cible d'une tempête médiatique. Mais Victor Langlois, lui, restait étrangement silencieux. Étienne, quant à lui, reçut un message anonyme « Tu aurais dû te taire ». Une vague de peur le traversa, mais il refusa de céder. Il savait que la vérité avait un prix, et il était prêt à le payer. Les jours suivants, Étienne vivait dans un état de vigilance constante. Le message anonyme tournait en boucle dans son esprit, et il ne pouvait s'empêcher de regarder par-dessus son épaule chaque fois qu'il quittait son appartement. Paris, la ville qu'il avait toujours aimée pour sa beauté et son énergie, lui semblait maintenant hostile, comme si chaque coin de rue cachait une menace. Sophie, fidèle à son instinct de journaliste, continuait de creuser. Elle découvrit que Victor Langlois n'était pas seulement un homme d'affaires véreux, mais un acteur clé dans un réseau international de blanchiment d'argent. Son influence s'étendait bien au-delà de Paris, touchant des politiciens, des avocats et même des officiers de police. Julien n'était qu'un pion dans son jeu, un pion séduisant et ambitieux, mais un pion tout de même. Étienne, quant à lui, luttait pour garder la tête haute. Les regards curieux des passants, les murmures dans les cafés, les messages de soutien mêlés de jugements sur les réseaux sociaux, tout cela pesait sur lui. Mais il trouvait du réconfort auprès de ses amis proches, notamment Camille, 27 ans, une artiste exubérante qui vivait dans une péniche sur la Seine. Camille, avec son rire contagieux et son franc-parler, refusait de laisser Étienne s'apitoyer sur son sort. « Tu as fait ce qu'il fallait », lui dit-elle un soir, alors qu'il partageait une bouteille de vin sur le pont de sa péniche. « Tu as transformé ta douleur en force. Maintenant, il faut que tu continues à vivre. » « Vivre » répéta Étienne, un sourire amer aux lèvres. « Je ne sais même plus ce que ça veut dire. » Camille posa une main sur la sienne. « Ça veut dire te retrouver. Tu es plus que l'homme que Julien a trahi. Tu es Étienne, celui qui dessine des bâtiments qui racontent des histoires, celui qui fait rire tout le monde avec ses blagues nulles. Ne le laisse pas te voler ça. » Ces mots restèrent avec lui. Il décida de retourner à son travail, plongeant dans un nouveau projet d'architecture, la rénovation d'une vieille bibliothèque dans le 5e arrondissement. Le travail manuel, les esquisses, les discussions avec les artisans, tout cela lui donnait un semblant de normalité. Mais la menace de Victor Langlois planait toujours. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, Étienne trouva son appartement sens dessus dessous. Les tiroirs étaient ouverts, ses dessins éparpillés, son ordinateur portable manquant. Son cœur s'emballa. Quelqu'un était entré par effraction. Il appela immédiatement Sophie et Paul, qui arrivèrent en moins d'une heure. « C'est un avertissement, » dit Paul, examinant les dégâts. « Ils savent que tu as des preuves. Ils veulent te faire peur. »« Eh bien, ça fonctionne, » admit Étienne, sa voix tremblante. « Mais je ne vais pas me taire. » Sophie, toujours pragmatique, proposa de mettre les preuves en lieu sûr. Ils décidèrent de confier les photos des documents à un notaire de confiance, tandis que Sophie contactait un procureur qu'elle connaissait pour accélérer l'enquête officielle. Mais Étienne savait que le temps jouait contre eux. Victor Langlois n'était pas homme à attendre passivement que la justice le rattrape. Quelques jours plus tard, alors qu'Étienne se rendait à un rendez-vous avec un client, il fut abordé par un homme en costume sombre. L'inconnu, grand, avec un regard perçant, lui tendit une enveloppe. « Monsieur Langlois veut vous parler », dit-il simplement avant de disparaître dans la foule. L'enveloppe contenait une invitation à une rencontre dans un restaurant discret près de l'Opéra Garnier. Étienne hésita. Était-ce un piège? Mais sa curiosité, mêlée d'une rage persistante, le poussa à accepter. Il voulait regarder Victor dans les yeux, comprendre pourquoi un homme aussi puissant s'était intéressé à son mariage avec Julien. Le soir venu, Étienne entra dans le restaurant, un lieu élégant mais discret, où les tables étaient espacées pour garantir l'intimité. Victor Langlois l'attendait, un verre de vin rouge à la main. Âgé d'une 50aine d'années, il avait l'air d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Ses yeux, froids et calculateurs, fixèrent Étienne avec une intensité déconcertante. « Asseyez-vous, Étienne, » dit Victor, sa voix grave et posée. « Vous avez causé beaucoup de problèmes. Mais je suis un homme raisonnable. Nous pouvons trouver un arrangement. » Étienne s'assit, son cœur battant à tout rompre. Face à lui, Victor Langlois semblait détendu, presque amusé, comme si cette rencontre n'était qu'un jeu d'échecs où il avait déjà prévu tous les coups. Étienne, cependant, n'avait pas l'intention de se laisser intimider. « Un arrangement » répéta-t-il, sa voix ferme malgré la peur qui le rongeait. «
Vous pensez que je vais accepter quoi que ce soit après ce que vous et Julien avez fait? Victor esquissa un sourire. Vous êtes jeune, Étienne. Passionné. Mais la passion ne gagne pas toujours contre la prudence. Vous avez des preuves, certes, mais elles ne vous protégeront pas. Pas contre moi. Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'est une menace. Une mise en garde, corrigea Victor, sirotant son vin. Laissez tomber cette croisade. Oubliez les documents, oubliez Julien, et je m'assurerai que vous puissiez vivre votre vie tranquillement. Sinon Paris peut être une ville dangereuse. Étienne serra les poings sous la table. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu, son amour, sa confiance, sa vision d'un avenir heureux. Mais il pensa aussi à ceux qu'il avait soutenus, à Sophie, à Camille, à Paul. Il ne pouvait pas abandonner maintenant. « Vous ne me faites pas peur », répondit-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Vous pouvez essayer de m'intimider, mais la vérité finira par sortir. » Victor haussa un sourcil, visiblement surpris par la ténacité d'Étienne. « Très bien. Mais sachez que chaque choix a des conséquences. » Étienne quitta le restaurant, l'adrénaline courant dans ses veines. Il savait qu'il venait de défier un homme dangereux, mais il n'avait plus rien à perdre. En rentrant chez lui, il trouva un message de Sophie. « L'enquête avance. Le procureur veut te rencontrer demain. » Le lendemain, Étienne se rendit au palais de justice, où il rencontra le procureur, une femme d'une quarantaine d'années nommée Isabelle. Elle l'écouta attentivement, examinant les photos des documents. « Ce que vous avez ici est sérieux, » dit-elle. « Mais nous devons être prudents. Victor Langlois a des connexions partout. » Étienne hocha la tête. « Je veux juste que justice soit faite. » Isabelle lui promit de protéger son identité autant que possible, mais elle avertit que l'enquête pourrait prendre du temps. En attendant, Étienne devait rester discret. Mais la discrétion était difficile quand tout Paris semblait connaître son histoire. Les semaines suivantes furent un mélange d'espoir et de paranoïa. Étienne recevait régulièrement des messages anonymes, parfois des appels silencieux au milieu de la nuit. Il changea de numéro, renforça la sécurité de son appartement, mais la peur ne le quittait pas. Pourtant, il continuait à vivre, à travailler, à se raccrocher à ses amis et à son art. Un soir, alors qu'il dînait avec Camille sur sa péniche, elle aborda un sujet qu'Étienne avait évité. « Et si tu essayais de rencontrer quelqu'un d'autre » demanda-t-elle. « Pas pour oublier Julien, mais pour te rappeler que l'amour, le vrai, existe encore. » Étienne éclata de rire, un rire teinté de tristesse. « Je ne suis pas prêt, Camille. Pas après tout ça. » Mais Camille insista. Elle lui parla d'un ami, Lucas, 29 ans, un musicien qui jouait du violoncelle dans les rues de Paris. « Il est différent, Étienne. Gentil, sincère. Laisse-lui une chance. » Quelques jours plus tard, Étienne accepta, à contre-cœur, de rencontrer Lucas. Ils se retrouvèrent dans un petit bar du quartier latin. Lucas, avec ses cheveux bouclés et son sourire timide, était l'opposé de Julien. Il parlait avec passion de sa musique, de ses rêves modestes, de sa vie simple. Pour la première fois depuis des mois, Étienne se surprit à sourire sans effort. Mais alors qu'il quittait le bar, Étienne aperçut une silhouette familière dans la foule. Julien. Il était là, les observant de loin, son regard chargé d'une émotion qu'Étienne ne pouvait déchiffrer. La silhouette de Julien disparut aussi vite qu'elle était apparue, laissant Étienne figé sur le trottoir. Lucas, sentant son trouble, posa une main sur son épaule. « Ça va » demanda-t-il, ses yeux bruns pleins de sollicitude. Étienne hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Pourquoi Julien le suivait-il? Était-ce une coïncidence ou une nouvelle tentative de manipulation? Il raccompagna Lucas jusqu'à une station de métro, s'excusant pour son silence, et rentra chez lui, l'esprit en ébullition. Le lendemain, il reçut un message de Julien. « On doit parler. S'il te plaît. Ce soir, au Pont des Arts, 20h. » Étienne fixa l'écran, déchiré entre la colère et la curiosité. Contre l'avis de Sophie et Paul, il décida d'y aller. Il avait besoin de réponses, même si elles faisaient mal. Le Pont des Arts, illuminé par les réverbères, était presque désert ce soir-là. Julien attendait au milieu, vêtu d'un simple pull et d'un jean, loin de son apparence soignée habituelle. Il semblait fatigué, ses traits tirés par l'angoisse. « Merci d'être venu, » dit-il doucement, évitant le regard d'Étienne. « Parle, Julien. Et sois honnête, pour une fois. » Julien prit une profonde inspiration. « Je ne vais pas te demander de me pardonner. Ce que j'ai fait, c'était impardonnable. Mais je veux que tu saches pourquoi. » Il expliqua que Victor Langlois l'avait approché 2 ans plus tôt, alors qu'il traversait une période difficile dans sa carrière.
Victor lui avait offert une opportunité, rejoindre son réseau en échange d'une richesse et d'une influence qu'il n'aurait jamais pu obtenir autrement. Le mariage avec Étienne était censé être la dernière étape, une façade pour détourner l'attention des autorités sur des transactions financières. « Je t'aimais, Étienne », insista Julien, sa voix brisée. Mais j'étais faible. J'ai cru que je pouvais tout avoir. Toi, l'argent, le pouvoir. J'ai eu tort. Étienne sentit une vague de tristesse l'envahir, mais il refusa de la laisser prendre le dessus. Tu aurais pu me dire la vérité. J'aurais tout fait pour t'aider. Mais tu as choisi de me mentir. Julien baissa la tête. Je sais. Et maintenant, je vais payer pour ça. Victor m'a lâché. Il dit que je suis un poids mort. Étienne fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut se débarrasser de moi. Et de toi. Julien sortit une enveloppe de sa poche et la tendit à Étienne. Prends ça. Ce sont des informations sur Victor. Des choses que même Sophie n'a pas trouvées. Si tu les donnes au procureur, tu pourras le faire tomber. Étienne hésita, mais prit l'enveloppe. Pourquoi fais-tu ça? Parce que c'est la seule chose que je peux faire pour réparer une partie du mal que je t'ai causé. Ils restèrent silencieux un moment, le bruit de la scène en contrebas remplissant l'espace entre eux. Puis Étienne tourna les talons et partit sans un mot. Il ne savait pas s'il pouvait faire confiance à Julien, mais il était déterminé à utiliser ces informations. En rentrant, il examina l'enveloppe avec Sophie. Elle contenait des enregistrements audio, des relevés bancaires et des correspondances prouvant l'implication de Victor dans des activités criminelles bien plus graves que ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. Sophie était euphorique. Avec ça, on peut le faire tomber pour de bon. Mais Étienne restait méfiant. Était-ce un piège de Julien ou une tentative sincère de rédemption? Il décida de transmettre les documents au procureur Isabelle, tout en demandant à Paul de vérifier leur authenticité. Quelques jours plus tard, Isabelle les informa que les preuves étaient solides. Une opération était en préparation pour arrêter Victor Langlois. Mais elle mit Étienne en garde. Une fois qu'on lancera l'opération, vous serez en danger. Vous devriez envisager de quitter Paris quelque temps. Étienne refusa. Il ne fuirait pas. Pas maintenant, alors qu'il était si près de la vérité. Les semaines suivantes furent un véritable chaos. L'arrestation de Victor Langlois fit la une des journaux parisiens. Les autorités, grâce aux preuves fournies par Étienne et Julien, démantelèrent une partie de son réseau, arrêtant plusieurs complices. Julien, quant à lui, accepta de témoigner contre Victor en échange d'une peine réduite. Mais pour Étienne, la victoire avait un goût amer. Chaque nouvelle révélation sur l'ampleur des mensonges de Julien rouvrait une blessure qu'il croyait en voie de guérison. Il passait de plus en plus de temps avec Lucas. Le musicien, avec sa simplicité et sa gentillesse, était comme une bouffée d'air frais dans la tempête qu'était devenue la vie d'Étienne. Il se promenait dans les jardins du Luxembourg, partageait des cafés dans de petits bistrots et parlait de tout sauf du passé. Lucas ne posait pas de questions sur Julien, et Étienne lui en était reconnaissant. Un soir, alors qu'il regardait le soleil se coucher sur la Seine, Lucas prit la main d'Étienne. « Tu sais, je ne suis pas très doué pour les grands discours, » dit-il avec un sourire timide. « Mais je suis là, Étienne. Peu importe ce qui se passe. » Pour la première fois depuis longtemps, Étienne sentit une chaleur dans son cœur, un espoir qu'il croyait perdu. Il serra la main de Lucas en retour, incapable de trouver les mots, mais espérant que son geste parlait pour lui. Mais le calme ne dura pas. Une semaine après l'arrestation de Victor, Étienne reçut un appel anonyme. Une voix déformée lui ordonna de quitter Paris, menaçant de s'en prendre à ses proches s'il refusait. Étienne, terrifié, contacta immédiatement Isabelle. Elle lui assura que la police surveillait ses mouvements, mais elle lui conseilla à nouveau de partir quelque temps. Cette fois, Étienne écouta. Accompagné de Lucas et Camille, il s'installa temporairement dans une petite maison en Normandie, prêtée par un ami de Camille. Là, loin du tumulte de Paris, il commença à réfléchir à sa vie, à ce qu'il voulait vraiment. Il passa des heures à dessiner, à écouter Lucas jouer du violoncelle, à discuter avec Camille de leurs rêves et de leurs peurs. Mais même en Normandie, le passé le rattrapait. Un soir, alors qu'il triait de vieux croquis, il trouva une lettre glissée dans l'un de ses carnets. C'était de Julien. La lettre, écrite à la main, était datée du jour où il lui avait donné l'enveloppe sur le pont des Arts. « Étienne, je sais que tu ne me pardonneras jamais, et je ne te le demande pas. Mais je veux que tu saches que, malgré tout, une partie de moi t'aimera toujours. J'espère que tu trouveras le bonheur que je n'ai pas su te donner. » Étienne froissa la lettre, partagée entre la colère et une étrange tristesse. Il ne voulait plus penser à Julien, mais les souvenirs continuaient de le hanter. Il décida de brûler la lettre dans la cheminée,
regardant les flammes consumer les mots qui avaient autrefois signifié tant pour lui. De retour à Paris un mois plus tard, Étienne apprit que Victor Langlois avait été condamné à une longue peine de prison. Julien, quant à lui, avait disparu après avoir témoigné, probablement pour commencer une nouvelle vie loin de Paris. Étienne ne savait pas s'il devait en être soulagé ou attristé. Il reprit son travail sur la rénovation de la bibliothèque, trouvant du réconfort dans la création. Lucas, devenu un pilier dans sa vie, l'encourageait à poursuivre ses rêves. Ensemble, ils commencèrent à organiser des soirées où Lucas jouait de la musique et Étienne exposait ses dessins, attirant une petite communauté d'artistes et d'amis. 1 an après le scandale, Étienne se tenait devant la bibliothèque rénovée, un bâtiment magnifique dont les vitraux colorés capturaient la lumière du soleil parisien. La réouverture était un événement attendu, et la foule se pressait pour admirer le travail d'Étienne. Lucas était là, jouant un morceau de violoncelle qu'il avait composé spécialement pour l'occasion. Camille, fidèle à elle-même, distribuait des flyers pour une exposition d'art qu'elle organisait le mois suivant. Étienne observa la scène, un sourire aux lèvres. Il avait traversé l'enfer, mais il était toujours là, plus fort, plus sûr de lui. La trahison de Julien, bien qu'encore douloureuse, ne définissait plus sa vie. Il avait appris à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau, grâce à Lucas et à ses amis. Lors de la cérémonie d'ouverture, il prit la parole, sa voix claire et assurée. Cette bibliothèque est plus qu'un bâtiment. C'est un lieu où les histoires prennent vie, où les vérités sont dites, où les blessures peuvent guérir. Merci à vous tous d'être ici, et merci à ceux qui m'ont soutenu quand j'en avais le plus besoin. La foule applaudit, et Lucas, depuis le côté de la scène, lui lança un regard rempli de fierté. Étienne savait que ce moment marquait un tournant. Il avait transformé sa douleur en quelque chose de beau, quelque chose de durable. Plus tard, alors qu'il marchait avec Lucas le long de la Seine, il repensa à tout ce qui s'était passé. La trahison, le scandale, la peur, la lutte. Mais aussi l'amour, l'amitié, la résilience. Il avait découvert qu'il était capable de se relever, de se battre, de créer. « À quoi penses-tu » demanda Lucas, glissant sa main dans la sienne. Étienne sourit. « À la chance que j'ai de t'avoir trouvé. » Ils continuèrent leur promenade, le ciel parisien s'embrasant de couleurs alors que le soleil se couchait. Étienne savait que d'autres défis viendraient, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à les affronter. La vérité l'avait libéré, et il était déterminé à vivre pleinement, à aimer sans peur, et à construire un avenir où il serait fidèle à lui-même.